Monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, nous avons la deuxième séance du grand oral de Sciences Po et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Sajid, secrétaire général de l'Union constitutionnelle, qui va passer devant nous et avec nous le grand oral de Sciences Po. Le grand oral de Sciences Po, c'est une épreuve connue dans tous les instituts d'études politiques. Généralement, elle est réservée aux étudiants. Là, nous essayons de l'appliquer aux personnalités du monde politique, qui acceptent bien, comment dire, avec beaucoup de gentillesse de se prêter à notre rituel. Nous allons avoir un jury qui est composé de 2 étudiants de 3e année et de 2 enseignants-chercheurs de Sciences Po. Je ne vous les présente pas, vous les connaissez bien évidemment. Le but est de poser 3 séries de questions, d'abord autour de la carrière de notre invité, ensuite à partir de ses actions actuelles, que fait-il? Et enfin, nous allons lui poser des questions sur son regard sur le monde actuel, sur le Maroc et sur certaines grandes problématiques. Bien évidemment, nous ne sommes pas des journalistes, donc nous n'allons pas, et je respecte tout à fait cette honorable profession, mais nous allons le faire à notre manière universitaire, c'est-à-dire en posant des questions qui peuvent être critiques, bien sûr, mais qui sont d'abord des questions pour connaître ce que pense, ce qu'a fait et comment notre invité voit le monde. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en général dans les grands oraux de Sciences Po. Vais-je rappeler rapidement la carrière de notre invité? Il a été député, ministre, homme d'affaires, il a été maire... Pas ministre. Pas ministre. Pas encore. Pas encore. J'aurais aimé le dire le premier. Maire de Casablanca, il est actuellement le secrétaire général de l'Union constitutionnelle, qui finalement est un ancien parti au Maroc, qui a passé, me semble-t-il, dans une période un peu grisée et qui est en train de revenir dans l'actualité. Je vais peut-être, si vous le voulez bien, monsieur le secrétaire général, vous poser la première question. Quels sont finalement, pour des politiques, c'est une question toujours importante et toujours répétée, qu'est-ce qui fait que l'on décide à un moment donné de sa carrière de devenir homme politique? Bonne question. D'abord, vous remercier de l'invitation, remercier toutes ces jeunes et ces jeunes filles qui sont là, vous dire la fierté que j'éprouve de me retrouver dans une université de cette qualité, avec ses différentes branches, avec ses infrastructures, avec ses innovations, avec ses centres de recherche, avec des professeurs de qualité, étrangers et marocains, qu'on a été repêchés un peu partout dans le monde. Me retrouver dans une telle université me redonne espoir dans mon pays et dans cette jeunesse qui a la chance de travailler dans de telles conditions. J'espère que vous êtes conscients, que vous êtes des privilégiés aujourd'hui de pouvoir vous former dans cet environnement avec cette qualité d'enseignement qui est aujourd'hui reconnue de par le monde. Je vous avoue que je ne connaissais pas l'université de Rabat. Et je trouve qu'on ne dit pas assez ce qui se passe aujourd'hui à l'université de Rabat, avec ses 2000 étudiants, avec ses pôles d'excellence, avec la qualité des enseignants qui sont là et la qualité de l'enseignement qui est prodigué ici à l'université de Rabat. Pour revenir à ma carrière politique, d'abord je voudrais vous rassurer, je ne suis pas venu ni pour vous séduire, ni pour vous demander d'adhérer à mon parti politique. Je suis venu partager l'expérience que j'ai moi-même vécue dans ce domaine politique.
il y a quelques années, en 93 exactement, j'ignorais complètement tout ce qui concernait la politique. Je n'avais jamais adhéré à un parti politique. J'étais dans le monde des affaires, loin, mais alors extrêmement éloigné de tout ce qui est politique. Et dans ma famille, on m'a toujours dit que je pouvais tout faire, sauf la politique. Et puis les circonstances, en 93, ont fait que j'ai été sollicité par un certain nombre de mes amis qui étaient également dans le monde des affaires pour réfléchir à la possibilité d'intégrer le milieu politique, d'intégrer les institutions politiques pour essayer de faire notre devoir par rapport à notre pays. Ce n'était pas pour avoir une carrière, ce n'était pas pour avoir un poste, ce n'était pas pour être parlementaire, mais c'était par sorte de devoir de rendre à notre pays ce qu'il nous a donné. On a été formés dans notre pays, on a acquis la situation que nous avions à l'époque grâce à notre pays, grâce à nos écoles, grâce à notre université. Et à un certain moment, il faut essayer de rendre ce que notre pays nous a donné. Donc je l'ai fait dans cette optique-là en 1993. Et je me suis lancé dans l'aventure politique en me présentant aux élections législatives dans une région du sud du Maroc, exactement à Taroudant, au sud de Taroudant, dans une circonscription des plus démunis de notre royaume. C'est le sud de Taroudant, la région d'Iram, pour ceux qui peuvent connaître, une région montagneuse, dans l'anti-Atlas, où il n'y avait pas le minimum requis d'infrastructure. En 1993, dans cette circonscription, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'accessibilité, pas d'électricité, pas d'infrastructure de base, mais on se demandait comment les gens pouvaient vivre dans ces conditions. Donc je me suis présenté à cette élection et j'ai été élu. À mon grand étonnement, j'ai été élu. Et je ne sais pas comment vous exprimer ce qu'on peut ressentir quand on vous annonce que vous êtes élu. On se sent lourd de responsabilité. On ne sait pas comment être à la hauteur de la confiance que les gens ont placée en vous. Parce que je n'y suis pas allé dans le but de faire carrière, dans le but d'avoir un poste, dans le but d'être député. J'y suis allé pour essayer de consacrer mon énergie, d'utiliser mon expérience, d'utiliser mes connaissances pour les mettre au service de cette population. Et quand on devient député, on ne sait pas par où commencer. Parce qu'il n'y a pas un mode d'emploi. Il n'y a pas une notice qui vous explique ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Et quand vous cherchez à voir ceux qui gravitent autour de vous dans cette sphère politique, vous ne découvrez pas toujours l'exemple à suivre ou le modèle à suivre. Vous retrouvez généralement des gens qui sont dans ce métier, dans ce champ politique, qui ont abordé cette carrière politique avec d'autres objectifs, avec d'autres considérations différentes de celles avec lesquelles moi je me suis lancé dans cette aventure politique.
je vous parle de Taroudant, ce que j'ai découvert dans cette région que je connaissais à peine. Je me suis présenté parce que mon père était originaire de cette région. Ce que j'ai découvert dans cette région est absolument extraordinaire. J'ai découvert dans cette région des gens qui portent des valeurs fortes de solidarité, d'engagement envers leur région, envers leur douar, envers leur contrée. Des gens qui ont toujours géré leurs affaires par leurs seuls moyens, à travers des organisations associatives, à travers des organisations qui géraient l'école traditionnelle, l'école coranique, qui était la seule institution d'éducation, souvent dans certaines contrées, dans certains endroits. Donc j'ai découvert dans cette région ces vraies valeurs de solidarité, ces vraies valeurs d'attachement des gens originaires de cette région à leur contrée, au développement de leur contrée, et j'ai eu la chance d'imaginer une méthode de travail qui permettait d'amener vers la région sa part de développement. Je vais vous expliquer brièvement. En ayant découvert ces valeurs de solidarité, j'ai essayé de canaliser ces élans de solidarité qui étaient souvent des initiatives individuelles. Le gars qui a quitté cette région il y a 30 ans, qui a fait carrière, ou qui a gagné sa vie à Rabat ou à Casa ou à Marrakech, restait toujours attaché à sa région et il essayait de l'aider par les moyens qui étaient à ses dispositions. اللي كيمشي باش يحفر لهم البير، اللي كيمشي باش يساعدهم باش يديروا واحد الطريق، اللي كيساعدهم باش يدير لهم un groupe électrogène pour électrifier le douar. C'est dans ces conditions que j'ai découvert qu'il y avait cette potentialité de solidarité qu'il fallait canaliser pour essayer d'amener l'État, d'amener les pouvoirs publics à investir dans cette région. Donc j'ai créé quelques associations. En prenant la carte de la circonscription, je me suis attaqué à la problématique des routes. Parce que le gros problème dans cette région, c'était son enclavement et son manque d'accessibilité. Donc sur une carte, j'avais dessiné tous les itinéraires qu'il fallait absolument réaliser, les routes qu'il fallait construire, et j'ai réussi à signer avec le ministère de l'Équipement de l'époque une première convention. Donc j'ai été élu en 1993, j'ai signé une première convention pour la réalisation de routes dans cette zone montagneuse qui portait sur 600 km de route. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que représente 600 km dans une région aussi éloignée, dans une région aussi accidentée, dans une région aussi difficile. Et 600 km de route goudronnée. Quand j'ai signé cette convention, bien sûr, dans une grande cérémonie dans la province de Taroudant, en présence de toutes les autorités de l'époque, de tous les élus de l'époque, personne n'y croyait. Il se disait, ce jeune homme qui vient de débarquer en politique, qui vient de Casablanca, qui ne connaît pas suffisamment la région, il s'imagine qu'il va pouvoir casser ces montagnes pour construire des routes. Donc les gens étaient vraiment sceptiques à cette époque-là. Au moment de la signature de cette convention, personne n'y croyait. Et moi-même,
je ne réalisais pas encore l'ampleur de ces projets. Parce que 600 kilomètres, à raison de 1 million de dirhams le kilomètre à l'époque, c'était 600 millions de dirhams que j'avais réussi à signer grâce à un partenariat entre l'État, le ministère de l'Équipement, et ces associations que j'avais réussi à créer. Et la base du partenariat, c'était 70% pour l'État et 30% pour les associations. Je me souviens, le jour de la signature, il y a certains présidents d'associations qui venaient de créer leurs associations, qui devaient s'engager pour payer parfois 20 millions de dirhams, 30 millions de dirhams, et qui paniquaient parce qu'ils n'avaient pas le moindre dirham de ces 20 millions de dirhams. Mais on y a cru, on s'est engagé et on a pris ce projet à bras-le-corps. Et je vous assure que les 600 kilomètres ont été intégralement réalisés. Et que nous avons par la suite signé d'autres conventions pour 120 km, pour 200 km. Et quand j'ai compris que le mécanisme prenait, le mécanisme c'est quoi? C'est un partenariat public-privé avant l'heure. Ce n'est pas le partenariat public-privé que vous avez aujourd'hui dans l'enceinte de cette université, mais c'est un partenariat public-privé avec des associations très modestes, avec des gens très modestes, avec des gens de la société civile, avec l'État. Quand j'ai compris que le système fonctionnait, je me suis engagé dans d'autres domaines, dans l'eau, dans l'électrification, dans la construction de collèges, et on a vraiment réussi ce que les gens considéraient comme impossible dans cette région. Et je me souviens de gens, quand on a ouvert le premier appel d'offres pour la réalisation d'un premier tronçon de route, il y avait dans l'association quelques gens, quelques personnes d'un certain âge, avec leur barbe blanche. Et quand on a signé, ouvert le pli et adjugé le marché, on posait la question. On dit, Monsieur Sagit, est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir voir cette route de notre vivant? N'y croyez pas. Mais avec la volonté, avec l'engagement, avec la détermination et avec un travail permanent, quotidien, on a réussi à faire des exploits dans cette région. Ça, c'est mon expérience de député. J'ai été député 4 mandats successifs à Taroudant. En 1993, je suis passé avec 30% des voix. Et puis, au fur et à mesure, ce taux a augmenté. Et finalement, ce sont ces gens-là qui m'ont porté et qui m'ont encouragé à perpétuer cette expérience de député. Je ne sais pas si... Je pense que, comme tout le monde, vous avez une réticence par rapport à ce monde politique, parce que malheureusement, la perception que nous avons du monde politique est complètement différente. Je parle de vous, je parle de mes enfants, je parle de tout le monde, tous ceux qui aujourd'hui ont une certaine rupture avec la politique, parce qu'ils voient la politique à travers
les mauvais côtés qui sont souvent mis en avant en politique. Mais je vous assure que l'engagement politique procure des satisfactions, pas matérielles, mais des satisfactions que vous ne pouvez pas imaginer. On ne s'engage pas en politique pour faire carrière. On ne s'engage pas en politique pour faire de l'argent. On s'engage en politique pour servir. Et le plaisir et le bonheur qu'on peut éprouver quand on arrive à réaliser quelques-uns de ces projets est absolument considérable. Oui, je voulais enchaîner sur ce que vous venez de dire et vous demander, comme nous sommes étudiants en sciences politiques, à votre avis, comment on fait pour choisir un parti? Comment vous avez choisi, par exemple, votre parti? Je vais vous parler franchement. Je vais vous parler franchement. Je venais du monde des affaires. Et à l'époque, en 1993, il y avait les partis de la majorité, relativement de droite, et les partis d'opposition qui étaient de gauche. À l'époque, dans l'opposition, il y avait le Parti communiste, il y avait l'USFP qui était encore dans toute sa splendeur, il y avait le Stiklal qui était également dans son apogée. Tous ces partis étaient dans l'opposition. Alors pour moi, qui viens du monde des affaires, donc je me suis orienté, mais alors sans y réfléchir, vers un parti de droite que je ne connaissais pas, que je ne savais même pas où il se trouvait. Donc je me suis retrouvé à l'UC, sans en connaître ni les... Mais mon origine d'homme d'affaires a fait que je ne me suis pas présenté avec le Parti communiste. Je suis présenté avec un parti libéral qui pouvait convenir mieux à ce que j'étais à l'époque. Bien que je ne vous cache pas que mes aspirations, comme vous tous, comme tout le monde, à un certain moment, sont toujours des aspirations de gauche, des aspirations de générosité envers les autres, des aspirations de servir les autres. Une autre question quand même, Oui. parce que je pense pas qu'il faut non plus caricaturer que la gauche est gentille, que la droite est un peu... je pense que les deux veulent en principe l'intérêt, puisque comme vous l'avez dit, quand on s'engage en politique, c'est pour l'intérêt du pays. Ma question aurait été plutôt aussi par rapport à un des projets qui vous tenait à cœur, réalisé ou pas, mais qui vous tenait à cœur, que ce soit à Taoudant ou à Casa. Quel était ce projet-là? Vous savez, j'ai passé de très longs moments à Taoudant. Même si j'habitais à Casablanca, j'étais régulièrement à Taoudant, dans ces montagnes. Et parfois, pour faire 20 km au début, il fallait passer la journée. Il fallait avoir une grosse 4x4 et il fallait pouvoir supporter 24 heures de poussière pendant tout ce séjour. Donc au fur et à mesure que ces projets
se réaliser, et je les suivais. Je vous assure que je les suivais à toutes les étapes, aux étapes des études, aux étapes de l'adjudication, aux étapes de la réalisation, puisse voir ces montagnes se déchirer pour pouvoir donner accès aux populations, pour pouvoir donner accès aux marchandises. C'est extraordinaire. Donc j'ai vécu tous ces moments de bonheur dans mon travail de député. Quand vous allumez l'électricité pour la première fois dans un douar qui a été habitué à la bougie ou à la lampe de pétrole, ou plus tard au groupe électrogène, je vous assure que ce sont des vrais moments de bonheur. Alors, moi, ce serait une question très très simple pour commencer. Quel est votre parcours académique avant d'être homme d'affaires et député? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait une université à Lille. J'étais dans une école de commerce à Lille, donc loin de la politique, loin de Sciences Po et loin de tout ça. Donc j'ai fait une école de commerce, tout simplement. Et passons sur votre parcours. Quelle est l'origine de la création de votre parti politique, de l'UC? Je ne sais pas à l'époque, mais je peux quand même vous répondre. L'UC, je crois, a été créé en 83, sur certainement une impulsion des pouvoirs publics à l'époque. Comme d'autres partis d'ailleurs, le RNI, le mouvement populaire, tous ces partis qu'on a toujours qualifiés de partis de l'administration. Donc ce ne sont pas des partis historiques comme les partis traditionnels du Maroc, mais ce sont des partis de l'administration, et on a d'ailleurs toujours porté cette étiquette jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça c'était à l'époque de la création. Aujourd'hui, je crois que les choses ont évolué, que dans tous les partis, on peut aujourd'hui trouver des gens de qualité, des gens engagés, des gens convaincus, comme on peut trouver aussi des gens qui le sont moins. Donc ce n'est pas une catégorisation qui peut encore se prévaloir aujourd'hui. Oui, M. Sergi, vous nous avez dit que l'engagement politique apporte des satisfactions très importantes, mais nous savons aussi que l'engagement politique apporte son lot de frustration et parfois aussi de violence verbale ou symbolique. Et il y a des moments où on réussit et des moments où on ne réussit pas, et il faut remonter la pente. Ma question est la suivante. Dans cette nécessité, dans un monde politique concurrentiel, et c'est une très bonne chose que notre pays devienne de plus en plus concurrentiel au niveau politique, on prend aussi des coups bas. Comment on fait pour se reconstruire, où on prend aussi des défaites, sans perdre son humanité? Oui. Effectivement, le monde politique n'est pas si serein que ça. Le monde politique est un monde de violence, de concurrence effrénée, de compétition. C'est un monde
où on est à la merci des attaques. Parce que personne ne va vous donner un satisfecit ou croire que vous êtes engagé uniquement dans cette optique. Le drame du politique aujourd'hui, c'est qu'il a perdu un peu de sa crédibilité. Aujourd'hui, dès qu'on vous parle de parlementaires, vous parlez d'élus, automatiquement, il est taxé d'affairiste, il est taxé de corrompu, il est taxé de tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que malheureusement, ça existe dans le monde. J'ai parlé de satisfaction et de bonheur que j'éprouvais au moment de réaliser un certain nombre de projets, mais je n'ai pas parlé aussi de ce que j'ai vécu également comme violence. Et comment on fait pour supporter ces violences? Comment on peut rester debout en étant insulté, parfois d'une façon très violente, en étant calomnié parfois? Et moi j'ai vécu ça. Pas dans ma carrière de député de Tchaloudent, mais je l'ai vécu surtout dans ma carrière de maire de Casablanca. Casablanca est la capitale économique du royaume. Casablanca est une grande métropole, mais c'est aussi la capitale des médias. Donc on était sous le feu des médias, et tout ce qui passait par la tête des médias était repris. Alors comment faire pour résister à ces traitements souvent violents? Soit vous ripostez, et alors vous allez passer votre temps à riposter, soit vous ignorez parce que vous considérez que vous êtes engagé dans un certain nombre de chantiers et que vous ne répondez pas. Mais dans tous les cas, pour pouvoir tenir et supporter ces violences, il faut avoir énormément de conviction. Il faut avoir énormément de passion pour ce qu'on fait. Autrement, on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. Moi, j'ai vécu des moments très durs, très intenses quand j'étais maire de Casablanca. J'étais maire de Casablanca de 2003 à 2009 dans un premier mandat et de 2009 à 2015 pour un deuxième mandat. Je vous avoue que j'ai passé un premier mandat qui était relativement serein. Mais le deuxième mandat était d'une violence extrême, surtout dans les années 2010, 2011, avec l'atmosphère générale qui était à l'époque l'atmosphère de notre pays et d'autres pays arabes. Donc là, on s'est retrouvés sous les feux des coups et des tirs et des violences, mais il fallait avoir suffisamment de conviction, suffisamment de passion pour pouvoir supporter ces violences qui ont duré pendant à peu près 2 ans. Mais là aussi, malgré tout ça, de mon expérience de Casablanca, j'ai également tiré beaucoup de satisfaction. Satisfaction d'avoir pu réaliser un certain nombre de projets, satisfaction d'avoir réussi à porter l'ambition de Casablanca auprès des pouvoirs publics, satisfaction d'avoir réussi à mobiliser suffisamment de moyens,
suffisamment d'investissement pour pouvoir réaliser des projets qui n'étaient pas du tout projetés au niveau de Casablanca. Je vais vous donner quelques exemples. Je suis arrivé à Casablanca en 2003. Casablanca en 2003, c'était déjà 4 millions d'habitants. C'était déjà 4 millions, avec des problématiques énormes. Des problématiques de logement. La plus grande concentration de bidonvilles du royaume était à Casablanca. En 2004, on avait recensé 100 000 foyers qui étaient dans les bidons. 100 000 foyers, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. 100 000 foyers, à raison de 5, 6 par foyer, c'est 600 000 personnes qui étaient et qui vivaient dans des bidonvilles d'une insalubrité absolument incroyable. Casablanca était également confronté à des problèmes de circulation énormes. Casablanca avait explosé spatialement, démographiquement, mais les équipements essentiels qui devaient être là n'ont jamais été faits. On a parlé du métro de Casablanca bien avant que vous soyez né. Moi, depuis que je suis jeune, j'entendais parler du métro de Casablanca. Premières études, deuxièmes études, et jamais ce métro, jamais ce transport public n'a été mis en place. Donc nous avons, sur un certain nombre de thématiques, énormément bataillé pour faire prendre conscience au pouvoir public de la nécessité d'investir massivement à Casablanca dans les infrastructures, dans les équipements de base. En 2004, on avait fait une étude sur la problématique de déplacement à Casablanca. Parce que la grande difficulté dans une métropole de 4 millions d'habitants, c'est d'offrir des moyens de déplacement, transport public, transport commun, à ces 4 millions d'habitants qui travaillaient d'un côté et qui habitaient à 20 km parfois, à 15 km parfois. Cette première étude que nous avions faite sur les déplacements urbains, ce qu'on appelle un plan de déplacement urbain, un PDU, avait démontré que Casablanca avait besoin d'un certain nombre de lignes de transport. On avait identifié le mode de transport, un certain nombre de lignes de tramway, une ligne de métro, une ligne ferroviaire de transport régional. Et à l'époque, on avait chiffré ce programme, d'après les études que nous avons faites, à presque 50 milliards de dirhams. Et ces 50 milliards de dirhams n'étaient programmés nulle part. Elles n'étaient pas prises en compte dans le budget de l'État. Elles n'étaient pas prises en compte dans n'importe quel département ministériel, ni le ministère des Finances, ni le ministère du Transport, ni le ministère de l'Équipement, ni le ministère de l'Intérieur. Aucune allusion à un projet de cette importance ne figurait nulle part. Donc il fallait batailler, convaincre, pour essayer d'obtenir de quoi financer ce grand programme de transport public. La première ligne de tramway de 31 km qu'on a réalisée à Casablanca a nécessité une enveloppe de 6 milliards de dirhams. On n'avait pas le moindre centime dans les caisses de la ville. Il fallait courir, arracher des partenariats de façon à pouvoir la réaliser. Et ça,
c'était une première étape. Aujourd'hui, dans le pipe, il y a 80 km de tramways supplémentaires qui sont engagés, avec des études réalisées, avec des financements conventionnés, et la deuxième ou troisième ligne sont en cours de réalisation aujourd'hui à Casablanca. Pour revenir au bidonville, sur les 100 000 bidonvilles que nous avions recensés en 2004, en 2014, on en avait épongé pratiquement la moitié. 50-55% avaient été éliminés au bout de 10 ans. Ce qui n'avait pas été fait pendant 50 ans ou 60 ans d'indépendance. Avec là aussi un engagement fort, avec un système de partenariat innovant, avec une formule également qui permettait d'accélérer le processus de réalisation. Maintenant que nous avons vu un petit peu votre parcours politique et les choses un peu plus personnelles, j'aimerais vous poser une question d'ordre plus politique sur le positionnement de l'UC, même si je le connais, je pense que nos étudiants aussi, mais ça serait bien que vous nous réexpliquiez clairement pourquoi l'UC n'est pas rentré dans les deux majorités gouvernementales de 2011 et celle qui a suivi, et est-ce que vous maintiendrez cette position après les futures élections? Je vais vous démentir, monsieur Aléwa. Vous ne connaissez pas la position de l'UC. Vous savez pourquoi? Non, mais faites bien nous démentir. Parce qu'elle n'existe pas. Mais je suis un chercheur. Parce qu'elle n'a pas existé. Justement, le drame que j'ai eu en reprenant les rênes de ce parti, c'est que j'ai trouvé un parti complètement léthargique. Comme si on avait mis le parti dans un congélateur. Sans odeur, sans saveur, sans positionnement. Et le parti a végété comme ça pendant un certain nombre d'années. Ce qui fait qu'il s'est éloigné de l'exécutif, qu'il est resté vivant uniquement grâce à quelques municipalités qu'il gérait, et c'est un parti qui est resté dans l'opposition pendant 17 années. Donc c'est pas une orientation voulue, volontaire, non. Ça c'est le dépérissement d'un parti qui a fait qu'il était de moins en moins audible. Dois-je comprendre que vous êtes ouvert à toute proposition pour les prochaines élections? Pardon? Dois-je comprendre que vous êtes ouvert à toute proposition pour les prochaines élections? Non, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques, vous êtes avec ou contre, ou c'est tout. Non. La première des choses qu'on doit entreprendre aujourd'hui, c'est reconstruire ce parti. C'est reconstruire sa personnalité. C'est avoir des positions claires sur un certain nombre de sujets qui intéressent notre société. Ce n'est pas de se positionner dans tel camp ou dans tel autre. Il faut d'abord commencer par s'affirmer en tant que parti politique. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis quelques mois, depuis qu'on a passé le cap des élections communales. C'est ce qu'on essaye de construire aujourd'hui avec un certain nombre de potentialités, avec un certain nombre de jeunes qui sont aujourd'hui la richesse de ce parti et qui nous aident aujourd'hui à construire davantage de visibilité et un positionnement, pas contre cela ou avec cela, mais un positionnement d'abord pour le parti, pour que sa personnalité soit davantage affirmée. Et notre motivation n'est pas d'être dans ce clan ou dans l'autre. Notre motivation est comment faire en sorte
que notre parti puisse participer au développement de notre pays. Comment notre parti peut aider à la construction démocratique de notre pays. Ce n'est pas le fait de se positionner ici ou là. Mais je vous assure que notre objectif est vraiment d'affirmer davantage notre positionnement sur les grands sujets, sur les grandes problématiques qui touchent notre pays. Problématiques énormes, parce que nous avons, malgré le développement de notre pays que personne ne peut nier, malgré les grands projets ambitieux qui sont aujourd'hui portés par notre pays, nous avons encore d'énormes lacunes. Nous avons encore d'énormes déficits. Et il faut que tous nous y contribuions. Nous, les partis politiques, vous, l'université, vous, les jeunes. Il faudrait que vous soyez davantage engagés. Je sais que vous vous intéressez à la politique parce que vous faites des études de sciences politiques, mais il faut que nos jeunes, il faut que nos citoyens s'impliquent davantage dans la politique. Vous savez que les taux de participation aux élections sont encore relativement bas dans notre pays. Sur les 30 millions, 32 millions de Marocains que nous sommes aujourd'hui, il y a 22 millions de Marocains qui sont en âge de voter. 22 millions en âge de voter. Vous savez combien il y a de citoyens inscrits dans les listes électorales? 14 millions. Sur les 22 en âge de voter, vous avez 14 qui sont inscrits. Et sur les 14 qui sont inscrits, combien votent? 7 millions. 7 millions par rapport à 14, ce qui nous donne un taux de participation de 50%. Si on le ramène au nombre d'inscrits. Mais si on le ramène au nombre de citoyens en âge de voter, c'est absolument epsilon. Et ça, c'est le drame de notre pays. C'est le drame de notre système politique. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens prennent conscience que c'est de leur pays qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un parti politique ou d'un autre. Il s'agit de notre pays, du développement de notre pays, de la façon dont on peut contribuer, nous, chacun à son niveau, à contribuer à l'essor de son pays, au développement de ses infrastructures, au développement de ses générations, au développement de l'avenir de ces jeunes qui sont nombreux dans notre pays. Mais vous parlez du fait qu'il n'y a pas assez de personnes en âge de voter qui vont réellement voter. Ne pensez pas qu'ils ne vont pas voter principalement parce qu'ils ne se retrouvent dans aucun parti politique? Oui. Et pourquoi? Je le comprends. Et pourquoi? Principalement les jeunes. Il faut aussi que les partis se remettent en question. Il faut que l'ensemble des partis politiques se remettent en question. Qu'ils ne cessent d'utiliser les moyens qu'ils utilisaient au moment de l'indépendance. Il faut que les méthodes qui étaient utilisées dans les années 60 ne soient plus celles qui sont utilisées. Il faut crédibiliser les partis politiques. Il faut que ces partis politiques se régénèrent. Il faut que ces partis politiques se rajeunissent. Il faut que ces partis politiques puissent offrir davantage de lisibilité aux citoyens. Il faut que, quelque sorte, essayer de trouver le moyen de réconcilier les citoyens avec les partis politiques. Et pour ça,
les partis politiques, je le reconnais, sont aujourd'hui complètement défaillants. Ils sont complètement défaillants. Aujourd'hui, les choses ont bougé. La technologie a révolutionné le monde entier. Et on ne peut pas ignorer aujourd'hui ce besoin de se retrouver dans un parti. Il faut que les partis se renouvellent. Il faut que les partis utilisent d'autres méthodes pour pouvoir attirer ces gens qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans ces partis. Et donc, comment vous et votre parti vous prévoyez d'attirer, comme vous dites, ces gens qui ne se retrouvent pas dans quasiment tous les partis du Maroc? C'est ce que je m'emploie à faire depuis que j'ai abordé la politique de ce côté-là. Parce que j'ai fait de la politique de 1993 à 2015 en étant dans le terrain, en étant dans le développement, en étant dans la réalisation. Je commence à faire de la politique de l'autre côté depuis que j'ai hérité du secrétariat général de ce parti. C'est là où je découvre ce monde politique qui ne me satisfait pas. Je découvre un monde politique dépassé. Je découvre le besoin de renouveler le système politique, de renouveler le discours politique, de renouveler les méthodes pour pouvoir faire adhérer le maximum de gens au développement de notre pays et de notre démocratie. Vous avez évoqué tout à l'heure les questions de société. C'est vrai qu'il y a au Maroc un certain nombre de questions de société importantes qui se posent, qui sont indépendantes des positionnements politiques, mais qui en même temps sont très présentes dans la société civile. J'ai en tête un thème: que pensez-vous de la question de l'égalité devant l'héritage, c'est-à-dire de l'égalité pour les garçons et les filles, les hommes et les femmes devant l'héritage? Je pense que rien dans notre livre religieux ne peut justifier une position statique, dogmatique sur cette problématique. Il faut, tout le monde a évolué. Toutes les religions ont été évoluées. Et il faut, là aussi, ne pas rester figé, ni rester sur une position dogmatique. Et on a eu l'occasion de prendre position sur ce sujet à travers des communiqués, à travers des débats que nous avons organisés avec des spécialistes, des ethnologues, des sociologues, des gens qui s'intéressent aux études islamiques. Et nous avons sorti une conclusion qu'il faut absolument ne pas rester figé sur une position qui, à mon sens, n'est pas celle d'aujourd'hui. Quel serait le secteur le plus urgent à réformer, à votre avis, au Maroc? Il est évident que la base de tout développement, c'est l'éducation. Et là, je pense que nous avons trop patauché. Nous avons tourné en rond pendant de nombreuses décennies. L'enseignement est dispensé en français dans cette université. Français et anglais. Mais je suppose que vous avez fait vos études primaires en arabe. Pas tous. Alors, c'est ça le dilemme de notre
de notre société, et ça c'est une problématique majeure à laquelle il faut dorénavant accorder le maximum d'importance. Et si vous permettez, il y a eu une polémique ces derniers temps sur la nécessité de franciser un certain nombre de branches techniques au niveau du collège ou au niveau du lycée. Et vous avez vu la position qui a été celle du chef du gouvernement par rapport au ministre de l'Éducation. Et vous avez certainement noté aussi que le seul parti politique de tous ceux qui sont dans le champ politique qui a pris position dans cette affaire est l'UC, en disant qu'on n'avait pas le droit d'hypothéquer l'avenir de nos générations pour des considérations démagogiques, populistes, et qu'il fallait être pragmatique dans cette affaire. Heureusement, aujourd'hui, il y a le Conseil supérieur de l'enseignement, dont fait partie d'ailleurs, c'est Nordine, votre président, qui a pris des orientations très sages, très raisonnables, sur la meilleure façon de nous sortir de ce guêpier qu'est aujourd'hui l'éducation. Je pense que c'est la base de tout développement et qu'il faut aujourd'hui qu'on essaie de rattraper le déficit énorme que nous avons cumulé dans cette... Quand je visite aujourd'hui votre université, vous êtes combien? Vous êtes 2000, 2200. Vous savez combien il y a d'étudiants dans les autres universités publiques qui n'ont pas la chance d'avoir votre environnement, d'avoir cette qualité d'enseignement qui est dispensée ici? C'est un gâchis terrible. C'est un gâchis terrible. Et ça, si on ne prend pas conscience que c'est par là qu'il faut entamer le changement au Maroc, c'est par là qu'il faut batailler pour essayer de hisser le Maroc au niveau des ambitions de ses populations. Pourquoi le développement français? Enfin, je suis française en plein. Non, c'est pas. Le problème, c'est que nous avons un système qui dysfonctionne. Vous enseignez au niveau du primaire et du secondaire en langue arabe, et vous dispensez l'enseignement à l'université en français. Et moi, je ne suis pas contre l'arabe, mais qu'on s'engage totalement dans l'arabe. Pas qu'on fasse des choses qui dysfonctionnent de cette façon-là. Et c'est ce dysfonctionnement qu'il faut aujourd'hui corriger. Bon, si on doit le corriger par la francisation des matières techniques, tant mieux. Et vous savez, pour rattraper des erreurs stratégiques en matière d'enseignement, c'est des générations qu'il faut. Donc il faut nécessairement aujourd'hui passer par des étapes intermédiaires pour essayer de corriger dans le temps ce dysfonctionnement majeur qui a ruiné notre système éducatif. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième période, c'est-à-dire c'est la salle qui va vous poser des questions.
Bon, il y a déjà beaucoup de mains qui se lèvent, c'est bien. Bonsoir, Monsieur Sajid. Je me présente, Saad Frehi, deuxième année Sciences Po, et je rebondis sur la dernière question qui a été posée, celle relative à l'éducation. J'ai lu les articles d'un des grands hommes qui ont réformé l'éducation dans ce pays, Abdullah Saaf, du gouvernement d'alternance. Abdullah Saaf préconisait en premier degré le fait que les technocrates sont ceux qui iraient le plus dans le sens d'aggraver la situation de l'éducation au Maroc. Autrement dit, la vraie solution pour un homme comme Abdullah Saaf est que les politiques prennent la question de l'éducation en main et qu'ils en discutent sous la coupole du Parlement. Le fait que justement que des instances comme le CSE, selon cet homme-là, prennent la question de l'éducation en tant que secteur stratégique en dehors de l'opinion publique pourrait ruiner gravement la mise en place d'un système qui soit cohérent à cette société sur le long terme ou même sur le moyen terme. Je voudrais savoir quelle est votre position sur la question. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Hati Idriss, étudiant en première année Sciences Po et étudiant en deuxième année de faculté de droit de Mohammedia. Je voudrais vous poser une question en premier lieu. Pensez-vous pas que aujourd'hui le dilemme de la langue dans l'enseignement n'est qu'un bouc émissaire et que le manque de formation et le manque de budget et d'infrastructure n'est pas la cause de ce déficit dans ce domaine? Merci. Bon, je vais d'abord essayer de répondre à Saad, qui a posé une question qui est devenue récurrente dans notre microcosme national. Pour réformer l'éducation, il faut que ce soit un politique et non pas un technocrate. Parce qu'on accorde des vertus incroyables au monde politique. Et on considère que les technocrates sont des sous-hommes. Aujourd'hui, vous avez davantage de possibilités de trouver des compétences dans la société civile, dans le monde technocratique, plutôt que dans le monde politique. Et vous êtes le premier à le reconnaître, parce que vous ne donnez aucune crédibilité à ce monde politique. Vous ne votez pas. Vous ne participez pas. Mais, ça, je ne parle pas de vous, monsieur Saad, je parle de la majorité silencieuse qui existe dans notre pays. Monsieur Aliwa m'a posé la question tout à l'heure, je crois. Comment faire pour recrédibiliser? On ne vote pas parce qu'on ne se retrouve pas dans ces partis. Alors on ne se retrouve pas dans ces partis et on veut leur confier le chantier le plus stratégique, le plus important de notre pays. Il ne faut pas se leurrer, monsieur Saad. On a eu une succession de ministres de l'éducation qui obtiennent ce poste pour des calculs politiques qui n'ont rien à voir avec l'éducation, qui ne savent pas ce que c'est que l'éducation. Et on sacrifie un secteur aussi stratégique pour des conditions, pour des considérations politiques ou politiciennes. Il faut revenir à la réalité. Le politique n'est pas plus doué que le technocrate. On a toujours reproché aux technocrates d'exister. C'est pas vrai. Pas vrai. Il faut que les technocrates, il faut que les partis politiques puissent devenir suffisamment attractifs pour avoir des calibres qui peuvent aujourd'hui mener des réformes aussi importantes. Idriss, vous avez posé une question sur... Oui, le problème
de l'éducation, ce n'est pas un problème de budget. Ce n'est pas un problème de moyens. Le plus gros budget de l'État est consacré à l'éducation. C'est une problématique de méthodologie. C'est une problématique de formation des enseignants. C'est une problématique d'accompagnement de la structure enseignante au Maroc. C'est ça le vrai problème. Ça n'a jamais été un problème de budget. On a toujours eu des budgets pour l'enseignement qui sont faramineux. Mais avec quel résultat? Avec quel résultat? Moi, je l'ai vécu dans le monde de l'entreprise. C'est vraiment notre niveau éducatif a été complètement dégradé. Ce n'est pas une histoire de langue, c'est une histoire de méthodologie et une histoire de formation et de reformation du système enseignant. Ce n'est pas un problème de budget. Merci. Merci beaucoup aussi, Sajid, pour en tout cas votre visite à l'Université internationale de Rabat qui nous fait vraiment grand honneur, et aussi pour l'échange et l'éclairage qui est très très enrichissant pour nos jeunes, mais pour nous aussi. Ma question, j'ai deux petites questions. La première va dans le sens, donc deux premières questions sur l'éducation. Donc aujourd'hui, il y a une tendance qui dit que pour sauver le secteur de l'éducation, il faut peut-être qu'il soit mené par la plus haute autorité au niveau du Maroc, à l'image des autres secteurs qui aujourd'hui ne sont pas soumis à des fluctuations politiques. Et donc il y a le plan énergie, il y a le plan agriculture, et donc là il y a un élan. Et je ne sais pas comment voyez-vous cette possibilité-là. La deuxième question, c'est sur la condition de la femme au niveau du Maroc. Quels sont les progrès qui ont été réalisés? L'une des questions qui a été posée, c'est la question de l'héritage. Je partage avec vous, je me félicite qu'il y ait une réflexion au sein de votre parti sur cette condition-là, car aujourd'hui, il y a des savants et des penseurs musulmans, des ulémas, des vrais ulémas, qui sont aujourd'hui en train de lancer un appel pour une relecture, je dirais même saine, du Coran sur la question de l'héritage. Et je pense qu'il y a beaucoup de progrès aujourd'hui à faire. Le rapport qui a été sorti par donc le CNDH et qui a un petit peu jeté la discussion sur la scène publique est très méritant à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci. Ahmed Lakhdar, enseignant-chercheur, j'ai deux questions. La première s'adresse à M. Sajid, ex-maire de Casablanca, et la deuxième s'adresse à M. Sajid, chef de parti politique. La première question, vous avez parlé justement de la métropole Casablanca qui est devenue ingérable aujourd'hui. Vous avez fait ce que vous avez pu. Vous avez tracé un canevas multidimensionnel pour rendre la circulation possible. Vous savez qu'aujourd'hui, les Casablancais consacrent 2 heures par jour de leur temps dans les transports. 25% de la population casablancaise est asthmatique. Aujourd'hui, la métropole constitue un frein à l'investissement au Maroc. On passe de la période d'investissement à une période grave de désinvestissement. La deuxième question a trait au bidonville, M. Sajid. Vous avez passé votre temps à lutter, à essayer de remédier aux conséquences. Parce que de mon point de vue, les bidonvilles est une conséquence de la politique économique marocaine. On ne fait que du replâtrage. Ces bidonvilles sont le fruit de l'exode rural. Est-ce que votre parti politique a échafaudé une politique économique qui va pouvoir changer les 3 piliers qui sont des piliers mouvants
vaseux et aléatoires, à savoir se reposer sur une agriculture, c'est-à-dire obéir aux caprices du ciel, c'est aléatoire, se reposer sur le tourisme, et vous savez que n'importe quel accident environnemental, international ou national rejaillit sur le tourisme, donc c'est une variable aléatoire, et nous avons les RME, troisième pilier, qui est une variable encore plus aléatoire. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui impératif de revoir, de proposer en tant que chef de parti politique pour une nouvelle vision, une nouvelle stratégie qui va pouvoir nous libérer de cette dépendance aux caprices du ciel? Merci, Monsieur Jules. C'est Ahmed Lakhdar. Je suppose que vous êtes enseignant dans cette université. Oui. Très honoré. Je vais commencer par vous parler des problématiques liées aux infrastructures à Casablanca. Vous savez, Casablanca, avant 2003, avait une structure administrative complètement éparpillée. Au lieu de l'unité de la ville, il y avait 27 communes indépendantes dans cette grande métropole. Quand je dis indépendantes, c'est-à-dire avec leur propre budget, leur propre vision, qui se limitaient souvent à des problématiques de quartier. Donc, le fait d'avoir vécu à Casablanca pendant 10 ans sous cette forme administrative a fait qu'on a perdu de vue une vision stratégique, une cohésion qu'on devait nécessairement avoir pour essayer de faire mieux vivre les Casablancais. Donc on a manqué de vision pour cette métropole. On a manqué aussi d'ambition pour cette métropole. On a laissé la ville se déployer d'une façon anarchique, d'une façon non maîtrisée, avec un manque chronique d'infrastructures. Quand vous me dites, Monsieur Lakhdar, qu'il y a des gens qui mettent 2 heures aujourd'hui pour se déplacer de leur lieu de travail à leur lieu, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Et il n'y a pas perte plus importante que ça. Perte de temps, perte d'énergie, perte d'attractivité pour une ville, perte d'intérêt pour cette ville. Mais ce que nous avons déconstruit ou pas construit pendant des décennies, il faut nécessairement beaucoup de temps pour reconstruire. Il faut beaucoup de moyens pour reconstruire. Et il faut qu'il y ait une vision, une stratégie. Il faut qu'il y ait une ambition qui soit portée pour cette ville. Il ne faut pas qu'on considère que les collectivités locales ont les moyens de se développer. Notre système est fait de telle façon que les collectivités locales ont des rôles sur le papier très importants, mais en termes de moyens, il n'y a rien. Donc il faut qu'il y ait des hommes, qu'il y ait de la conviction, qu'il y ait de la passion pour pouvoir hisser la ville au niveau qu'elle mérite. Il faut retravailler les infrastructures de la ville. Il faut retravailler le système de transport.
il faut retravailler l'habitat, l'urbanisme dans la ville. Tout ça, il faut qu'il y ait suffisamment de gens de bonne volonté, suffisamment de gens qui puissent porter ce projet auprès des partenaires, auprès de l'État, auprès de ceux qui peuvent contribuer à financer ces infrastructures. Et je vous assure que je me suis employé à ça, que nous avons amorcé cette requalification de la ville. On a parlé des bidonvilles tout à l'heure, et vous faites allusion à juste titre à l'exode rural qui encombre aujourd'hui les périphéries des villes. Mais dans notre pays, on n'a jamais eu une vraie politique urbaine. On n'a pas eu de politique urbaine. On a ébauché une politique du développement du monde rural avec quelques projets. Je considère qu'on doit s'honorer d'avoir initié un programme comme celui de l'électrification rurale, qui est une réussite dans notre pays. Vous savez quel était le taux d'électrification dans notre pays en 93, il y a 23 ans? On était autour de 5-10%. Aujourd'hui, on est à 95% de taux d'électrification. C'est un des projets, des chantiers majeurs que notre pays a mené pour essayer de développer le monde rural et pour essayer de fixer les populations dans leur territoire. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'on ait de véritables politiques de développement urbain, parce que la pression sociale, elle est où? Elle est dans les périphéries. On est dans ces zones périurbaines qui vivent les dysfonctionnements, qui vivent les disparités, qui voient ce qui se passe ailleurs. Donc c'est là qu'on doit focaliser nos efforts pour essayer de développer ces zones périurbaines, d'améliorer les conditions de vie dans ces zones périurbaines. Il faut avoir des politiques de développement rural, mais il faut aussi avoir de vraies politiques de développement de ces grands centres urbains qui ont tendance naturellement à s'amplifier. Monsieur le vice-président de la recherche. Monsieur Jouad, vous m'avez posé, je crois, une question sur l'éducation. Sur qui doit porter le système éducatif et la condition de la femme. Reprendre les mêmes arguments que j'ai évoqués tout à l'heure pour la question de Sidris. Quelle que soit la couleur de celui qui porte ce projet de réforme, la première obligation, c'est qu'il ait la compétence et la vision pour porter ce projet. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de Sa Majesté. Heureusement qu'il est là. Mais il faut aussi qu'il y ait une dynamique de réforme qui soit pérenne dans le temps. Tout à l'heure, on a évoqué problèmes politiques, pas politiques. Moi, j'ai connu Serachid Ben Mokhtar quand il était ministre de l'Éducation en 96, je crois, ou en 97. Et je l'ai côtoyé pendant 2 ans, pendant qu'il était ministre. Vous ne pouvez pas imaginer les résistances qu'il a pu subir pendant ces 2 ans. Et alors, on lui tapait dessus de tous les côtés. Parti politique,
syndicats, enseignants, administration. Et malheureusement, on l'a mis de côté et on est rentré dans le tourbillon politique en ayant les ministres successifs sans les compétences qu'il faut pour ce genre de chantier prédominant, essentiel pour notre pays. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce grand oral qui se termine à 19h. Je voulais, en notre nom, au nom de l'université et au nom de nos étudiants, vous remercier, monsieur le secrétaire général, de vous être prêté à cette... Les applaudissements sont les meilleurs des remerciements. Merci.